Allez, le cyclisme ne s'arrête pas sur la chaîne L'équipe. Vous avez vécu la deuxième étape du Tour du Luxembourg. Valentin Madois est toujours en tête. On se retrouvera à 13h50 pour suivre la troisième étape mouvementée demain avec un final assez difficile. Mais pour l'instant, on va prendre la direction de l'Italie puisque c'est le Tour de Toscane qui nous attend. Là aussi, c'est une course compliquée avec une ascension qu'on parcourt à plusieurs reprises et qu'il faut pouvoir dompter. Ciao à tutti, Patrick, Cédric et Christophe. Alors bien sûr, je ne peux pas commencer cette retransmission sans vous demander votre prono à tous les trois. Christophe, vous commencez. vous allez lui faire plaisir, là, je pense. Ton prono, là... Mon prono? Oui. C'est une bonne question, ça. Ah bah oui, oui. Eh ben... Vous avez 40 minutes. Quand tu sais pas, tu dis Guillaume Martin. Voilà, je vais faire... non, je vais aller Chavez. Ok. Cédric? Ouais, on va commencer par... On va laisser parler Patrick, non? Ouais, j'ai envie de dire Alex Alambeau, moi. Oh, n'importe quoi, en plus Chavez alors que l'arrivée est plane. Non, mais bah bon, on va mettre un Français quand même. Allez, on va aller sur Mathieu Burgodeau. Et ben voilà, et ben bonne course. Merci beaucoup. Alors que l'on est ici sur le Monte Serra, et la principale difficulté de ce circuit, les deux ascensions de ce col qui fait 11 km 100 avec une pente moyenne à 7%. Et vous avez donc sous les yeux cette échappée. Ouais. C'est l'échappée du jour, évidemment. L'échappée du jour qui va tenter de s'expliquer sur les routes de Pontedera. Pontedera qui est l'épicentre. Hein. Alors on a fait une première boucle vers le sud. Et puis ensuite on est passé une première fois sur la ligne à Pontedera et on fait donc 2 tours de circuit ensuite avec ce col qu'il faut escalader 2 fois. C'est la formation Intermarché Wanty Gobert qui roule à l'arrière, cette équipe Intermarché Wanty Gobert où l'on retrouve Kobe Gossens, mais on va surtout s'intéresser à ce qui se passe devant. À l'avant, alors que là on nous montre le parcours, il y avait 200 km ici. Donc, et on voit que la première partie de cette course était relativement plane et on a vu ces deux ascensions du Monte Serra, pardon. Oui, avec on a vu déjà des coureurs qui se font distancer de cette échappée, notamment Mirko Maestri, puisqu'ils étaient 7, mais désormais plus que 5 dans ce groupe de tête. Et l'écart par rapport au peloton n'est vraiment pas important. Moins de 30 secondes à 40 km de l'arrivée. On peut imaginer qu'un regroupement est tout à fait possible avec ce peloton. Ce peloton, certes, emmené par l'équipe Intermarché, mais au sein duquel on a pu les voir, eh bien l'équipe Ineos est parfaitement placée en embuscade. Elle a participé à la poursuite. Cette équipe Ineos qui est venue avec Egan Bernal qui continue, je dirais, son travail de reconstruction en quelque sorte pour redevenir l'athlète qu'il fut, lui qui a été capable de gagner le Tour de France en 2019 et le Tour d'Italie en 2021. Et puis Dan Felipe Martinez également qui est présent, aligné lui aussi au départ de ce Tour de Toscane. On a la formation Astana qui elle compte dans ses rangs Gianni Moscon. On a également Juan Esteban Chavez pour l'équipe IF. Alex Aramburu pour la formation Movistar. On peut citer également Marc Hirschi pour la formation UAE, les champions d'Italie également pour la formation Bardiani. On vous rappelle également aussi le classement de la Coupe d'Italie avec l'équipe Dronhopper qui est en tête. La Coupe d'Italie, contrairement à la Coupe de France, ne se limite pas aux courses d'un jour en Italie, mais également aux courses par étapes qui n'appartiennent pas au World Tour. Et vous voyez que c'est le champion d'Italie qui est en tête du classement individuel. Filippo Zana, c'est ça? Ouais. Filippo Zana, oui, exactement. Lorenzo Rota. Alors on a également, en ce qui concerne la liste des équipes au départ, un certain nombre de formations françaises. Alors on pense évidemment à l'équipe Cofidis, emmenée par Guillaume Martin, mais avec Victor Lafay, avec également Simone Geschke. On peut citer les autres aussi, leurs équipiers, François Bidard, Pierre-Luc Périchon et Rémi
Rocha. Et puis on a aussi en ce qui concerne les équipes françaises, eh bien la formation Total Energy. L'équipe qui est emmenée par Mathieu Burgodeau, avec également Jérémy Cabot, avec Valentin Ferron, avec Alan Joussom, Alexis Vuillermo est également présent, et puis les Espagnols, Victor Delaparte et Christian Rodriguez. Ce sont donc deux équipes françaises au départ de ce Tour de Toscane. Des équipes, en ce qui concerne la formation Cofidis, une équipe qui, on le sait, est en quête de points précieux, puisqu'elle est pour l'instant 18e du classement regroupant les points marqués sur les 3 dernières années. 18e, ça veut dire que pour l'instant elle est dans le World Tour, mais attention, elle est poursuivie par la formation Lotto Soudal qui espère bien passer devant, et dans ce cas ça condamnerait l'équipe à la fin de la saison, l'équipe Cofidis, à être reléguée en 2e division. Oui, c'est vrai qu'on sait notamment, c'est pour ces raisons que Guillaume Martin ou que Benjamin Thomas n'ont pas pu aller disputer le championnat du monde, parce que cette équipe Cofidis a besoin de ses coureurs pour marquer le plus de points possible. On l'a vu, on le voit encore sur le Tour du Luxembourg où Benjamin Thomas il va essayer de faire un bon classement général. Là, on a mis Guillaume Martin qui a fait les courses au Canada quand même. Il y a 72 heures de cela, Benjamin, 48 heures même, ils sont partis lundi ces coureurs. Ouais. Ils étaient encore au Canada, donc c'est important. On fait beaucoup courir les coureurs qui sont susceptibles d'engranger un maximum de points, parce qu'on sait que ça peut être compliqué en fin de saison pour cette équipe. Alors ce Monte Serra, est-ce qu'on peut en dire un mot quand même, cette ascension que les coureurs franchissent à 2 reprises, on le rappelle, sur cette 2e partie de course. Christophe Riblon. Sera 11 km 100 à 7% de moyenne, et surtout au milieu. On aura un passage de 5 km où on va avoir des pourcentages entre 8 et 10% de moyenne. Donc c'est les passages où on le voit, la route est relativement étroite, et à noter au sommet, il restera 30 km. Donc là, il reste 7 km 400 d'ascension. Donc c'est voilà, un vrai col, quoi. Ouais, c'est un vrai col. Une ascension difficile que les coureurs ont déjà escaladé une première fois. Donc ils la connaissent, l'ascension, ils connaissent la descente aussi. Mais voilà, cette ascension qui est difficile, et qui, bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment sur le Tour du Luxembourg. Là, on est vraiment sur des profils de grimpeurs et non pas de punchers. Même si les très bons punchers peuvent s'en sortir. Bien sûr, ils peuvent s'en sortir. Après, si vraiment les grands grimpeurs mettent en route assez tôt dans cette ascension, ils vont les distancier. Après, ce qui est problématique pour eux, c'est qu'au sommet, il restera 30 km. Et bien entendu, on le sait, à ce moment-là, en 30 km, on a largement le temps de se réorganiser, de retrouver des coéquipiers. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte, c'est que bien entendu, l'arrivée n'est pas du tout au sommet. Oui, alors, on va dire quoi, 10 km de descente, 20 km de plaine, c'est ça en fait pour allier l'arrivée? Alors que l'on a le champion d'Ukraine là qui est en train de sortir, c'est Ponomar qui est en train de sortir de ce groupe de tête. Il sent que le peloton revient, c'est vrai que dans le peloton on a l'équipe Intermarché qui met un bon tempo, qui est en train de revenir sur cette échappée. Donc là, le champion d'Ukraine, Podomar, Andriy Ponomar, c'est bien ça, de relancer un petit peu l'allure. Andriy Ponomar qui est un... Androni, pardon, c'est ça? Dronoper. Oui, enfin maintenant on l'appelle Dronoper. C'est cette équipe qui est en tête du classement de la Coupe d'Italie aussi, par équipe. On l'a vu tout à l'heure. Donc ces courses sont importantes pour ces coureurs, pour cette équipe. Donc on veut essayer de faire le meilleur résultat possible. Donc là, il est costaud. Il est bien sorti quand même là. Ah, il a bien éliminé ses compagnons d'échappée. Bon, on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'avance par rapport au gros du peloton. Oui, il sort au moment où le peloton est en train pratiquement d'opérer la jonction avec les hommes de tête. Ponomar est un tout jeune coureur âgé de 20 ans qui en est seulement à sa première saison chez les professionnels. À vrai dire à sa 2e, mais il était passé professionnel l'an passé dans cette équipe dirigée par Gianni Savio. Au mois de juillet, au mois de février. Donc c'est sa 2e saison chez les pros. Et on l'avait vu sur le Tour du Limousin, mais il avait abandonné en raison d'une chute dès la première étape. Donc on n'avait pas eu le temps de réellement le voir sur cette épreuve que nous vous avons diffusée sur la chaîne L'Équipe. C'est un coureur qui a disputé plusieurs courses en France, et notamment le circuit de la Sarthe, avant de s'aligner au départ de son
deuxième grand tour, le Tour d'Italie. Ouais, on continue de mettre un bon tempo. Hein. On perd des éléments dans ce peloton. Là, on met vraiment un gros tempo de la part de ces coureurs de la formation Intermarché. Alors, j'ai pas identifié le coureur qui roule, mais peut-être Kobe Gossen, le coureur belge. Et regardez l'écart. L'écart, apparemment, s'il est juste, il est en train d'augmenter. Hein. Ponemar, alors qu'il a l'air plutôt à l'ouvrage sur cette image, eh bien, il y avait 21 secondes. Il a 28 secondes d'avance sur le peloton. Hein. On parle de l'écart sur le peloton et non pas sur les coureurs qui étaient en sa compagnie il y a encore quelques instants et qui sont maintenant en train de se faire reprendre par... Ouais, ça c'est Javier Romero, hein, le coureur espagnol qui faisait partie de cette échappée, qui est en train de se faire aussi rattraper. Enfin, dans cette équipe, on a Gianni Moscon hein, pour la formation Astana, même si ça fait longtemps hein, qu'on ne l'a pas vu brillant, Gianni Moscon. Il faut toujours se méfier de ce coureur, mais on a Battistella aussi. On a vu qu'on était en train de discuter là pour les coureurs de l'équipe Ineos aussi. C'est Daniel Felipe Martinez hein, qui est là en 3e position. Vous parliez de Moscon qui a quitté l'équipe de Dan Felipe Martinez pour rejoindre la formation Astana. Eh bien, on a eu effectivement un Gianni Moscon qui avait disputé le Tour de France mais qui avait fait une chute sur l'étape de Lausanne et qui malheureusement a été convalescent. C'est sa course de rentrée aujourd'hui. Il sera également là demain sur la Coppa Sabatini. Ces deux courses, le Tour de Toscane et la Coppa Sabatini, qui composent le mémorial Alfredo Martini. Donc on fait un classement qui n'est pas un classement officiel évidemment entre ces deux courses. Et c'est un challenge, donc le challenge Alfredo Martini qui était Alfredo Martini, l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra. On est dans les semaines qui précèdent le championnat du monde. Et c'est un dirigeant qui avait pour mission de diriger, de faire l'unité dans cette Squadra Azzurra, ce qui n'était pas tous les ans très facile. Surtout quand on avait de fortes personnalités. Je pense à l'époque de Moser Saroni notamment. Avant d'être le sélectionneur, c'était aussi un ancien coureur cycliste italien dont la carrière avait été perturbée par la guerre mondiale. Allez, je vous propose, alors que nous avons toujours le champion d'Ukraine en tête, de tourner une page de publicité et de faire le point sur l'écart dans quelques instants. Andrei Ponemar est en tête à moins de 35 km de l'arrivée dans ce Tour de Toscane. Plus pour longtemps, parce qu'effectivement, regardez, c'est magique. Eh bien, les poursuivants, la tête du peloton, revient sur le dernier rescapé de l'échappée. Ils étaient 6 tout à l'heure sur les pentes de ce Monte Serra. Et justement, l'équipe Dronhopper avait 2 représentants. C'était la seule équipe qui était mieux représentée que les autres, avec Umberto Marengo et avec Andrei Ponemar. On avait également dans cette échappée le coureur de l'équipe Total Energy, Christian Rodriguez, l'ancien vainqueur du Tour du Rwanda. On avait Eduardo Farezin de Zalf Euromobile, une équipe continentale italienne. On avait Gorka Izagirre également qui était là pour la formation Movistar. On avait Javier Romo de l'équipe Astana. Mais tous ces coureurs ont maintenant été repris par un peloton. Le mot est évidemment excessif. On a 15 coureurs là, maximum. Ouais, à peine, hein, même, je dirais. Une petite quinzaine de coureurs. On a le champion d'Italie, on a Felipe Martinez. Le champion d'Italie, Zana. Ça montre quand même la difficulté. Hirschi, attention, on a Marc Hirschi. Hein. Il y a Chavez aussi qui est là pour l'équipe IF. Ah oui, Marc Hirschi qui est là, exact. On a 2 coureurs de l'équipe Movistar. Et malheureusement, je crois qu'on n'a plus de coureurs français dans ce qui reste de ce peloton de leaders. Il y avait 2 équipes françaises au départ. L'équipe Cofidis emmenée par Guillaume Martin, Victor Lafay et Simone Geschke. Et puis, je l'ai cité tout à l'heure, la formation Total Energy avec notamment Mathieu Burgodeau. Ça attaque là, et messieurs. Alexis Vuillermo. C'est Chavez. Chavez qui vient d'attaquer. Il reste 4 km d'ascension, on le voit en haut à gauche. Derrière Felipe Martinez pour l'équipe Ineos qui réagit. Hirschi, c'est un petit peu plus difficile au loin. Alors on a Covelli, Luca Covelli qui était en train de se faire distancer. Oui, qui était dans ce groupe principal, mais qui ne parvient pas à suivre le rythme imposé par Juan Esteban Chavez.
avec les coureurs de la formation Intermarché dans la roue. C'est pas Rota. Voilà. Marc Hirschi aussi en difficulté. On n'a plus que 5 coureurs, là 6 coureurs. Oui, et Zana qui ferme la marche. On Le a champion d'Italie, mais qui a l'air quand même pas mal pour l'instant. Nathanael Teftassian pour la formation Drone Hopper, qui est là en 4e position. Zana et le coureur de la formation Movistar qui ferme la marche. Movistar, Et quand il certainement s'agit- Sosa ou Rubio. Non, c'était Aramburu. Aramburu, je pense pas, là, Patrick. Hein. Là, on est On a loin vu des gars. Aramburu à l'image. Ah bon? Si, il y avait un Movistar. Je pense que Mais c'est pas Aramburu. Hein. Je sais pas si. À voir. En tout cas, je pense que c'est Lorenzo Rota, le coureur de l'équipe Intermarché, Antigobert Matériaux. Oui, je confonds Rota et Zana, moi, décidément, je vais pas y arriver. Ouais, Zana, il est là aussi. Hein. Zana, il est là. Il est en 4e position. Et non, Non, c'est Patrick, pas c'est pas Aramburu. Aramburu. Aramburu, il est Patrick. dans le groupe. On Ah, nous il est a montré derrière. le groupe qui est juste derrière et il s'est fait distancer. Là, c'est effectivement. un plus petit Ouais, gabarit. c'est- Hein. Donc c'est soit Sosa ou Rubio, mais je pense plus à Rubio. Le coureur colombien. Ah oui, non, c'est pas Sosa, c'est Rubio, ouais, exact. Sosa est plus fin. Et on revient pour Marc Hirschi, il Marc fait Hirschi l'effort. qui est revenu. On a 7 coureurs devant. Ouais, le 76, c'est bien Rubio. On a bien Teftassian. Et c'est bien Rota pour l'équipe Intermarché, le 46. Donc, grosse démonstration pour l'instant, grosse impression de Chavez ici là qui met vraiment la limite tous ses adversaires. Et c'est en train de casser encore. Regardez derrière Zana qui Zana. commence à accuser un peu le coup. Et on n'a plus de course d'équipe. Hein. Bah là, tous les coureurs qui sont là, ce sont des individualités. Par contre, Lorenzo Rota, il a l'air très bien pour l'équipe Intermarché. Monti Gobert Matériaux en 2e position. Alors, on est dans la gestion là. Pour Zana, pour Hirschi, on est en train de s'accrocher là au courage. je crois qu'on en a fini des pourcentages vraiment difficiles là aussi. On sait que les pourcentages les plus durs étaient vraiment sur le milieu de ce col. Là on est à 3 km de l'arrivée. Sur Non, le encore. sommet, dans le dernier kilomètre, c'est un peu plus facile. Là, on a encore des passages à 10%. Chavez qui aime bien ses courses en Italie. On sait que c'est un pays qui lui a souvent réussi. D'abord parce qu'il y a remporté sa plus belle course, le Tour de Lombardie, même si ça commence à dater. C'était il y a 6 ans. Il a gagné sur le Tour d'Italie 3 étapes au cours de sa carrière. Bon, il en a gagné 2 sur le Tour d'Espagne. Et je parlais du Tour d'Italie. L'année de sa victoire dans le Tour de Lombardie, il avait terminé 2e du Giro derrière Vincenzo Nibali. Et Hirschi qui est même en train de doubler Filippo Zana. Hein. Regardez Filippo Zana Oui. qui est en train de se faire peut-être irrémédiablement distancer. En tout cas, c'est vraiment compliqué pour lui. Alors que Marc Hirschi semble avoir retrouvé un second souffle. Faut se battre pour Zana parce qu'on sait qu'en haut on est à 30 km encore de l'arrivée, ça va descendre. S'il bascule pas trop loin, il a une opportunité de revenir dans la descente. Zana. Zana qui a disputé et remporté la dernière course professionnelle en compétition cette saison. C'était l'Adriatica Ionica Race. Il s'était imposé dans cette épreuve disputée au mois de juin devant Nathanael Teftassian. Une course par étape d'une petite semaine, enfin de 5 jours, qu'il avait brillamment remporté. Mais là, Zana est tout simplement distancé désormais, alors que Teftassian, lui, Se est bien bat. dans ce groupe. Mais il se bat, le Oui, Teftassian. Teftassian. Je suis surpris par la condition physique de Marc Hirschi qu'on n'a pas vu depuis le Tour de France, même s'il a fait le Grand Prix de Fourmies dimanche dernier où il a terminé 60e. Il était là pour certainement travailler pour les sprinters. Et voilà, c'est un coureur de championnat aussi, Hirschi. On va le surveiller. Je pense qu'il va au mondial. Je sais pas, on n'a pas la sélection suisse encore. J'ai pas fait attention en tout cas. Mais ça pourrait être un client s'il est amené à progresser comme ça. Marc Hirschi qui a 2 victoires cette saison. Hein. Le Grand Prix le Grand Prix de Grippingen, on l'appelait comme ça jadis, qu'il a remporté chez lui en Suisse au mois de juin. Et en tout début de saison, sa course de début de saison, qu'il avait débuté lui seulement le 20 mars,
Per Sempre Alfredo. Bah, décidément, c'est une nouvelle course qui a fait son apparition en Italie. Per Sempre Alfredo, pour toujours Alfredo. Alfredo Martini, encore une fois, une figure emblématique du cyclisme italien. Allez, on est à moins de 3 km du sommet pour les hommes de tête. Et c'est toujours Juan Esteban Chavez, le Colombien de l'équipe IF Education Easy Post, qui fait le tempo. On parlait des équipes qui ont besoin de points. 2 points UCI pour rester dans le World Tour. Cette équipe en fait partie. Alors tout à l'heure je disais il n'y a plus que des individualités. Bah non, il y a un seul coureur de l'équipe de l'équipe IF, c'est bien. Il y a 6 coureurs il y a 6 équipes de 1. Voilà, on peut dire ça. 6 équipes de 1, ouais. Ça fait pas très sport d'équipe, dit comme ça, mais il ne demande rien à personne. Hein. Enfin, de toute façon, il demanderait, je suis pas sûr qu'on puisse rouler aussi vite que lui ou plus vite que lui, même si Dan Felipe Martinez est peut-être dans ce groupe le coureur le plus redoutable pour Chavez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah ouais, Chavez, en cas d'arrivée groupée, vous voulez dire? Oui, en cas de, c'est-à-dire que le problème, c'est comment on va se débrouiller là maintenant. Parce que ce sont des grimpeurs. Alors on essaye de faire une sélection, mais derrière, ça risque, si on bascule à 6, ce sera quoi? Une explication au sprint entre ces 6-là. Est-ce qu'on a d'autres possibilités de lâcher ses adversaires? Non, après ça va être tactique, hein, si on arrive... Il reste quand même 2 km avant le sommet. Hein. Ouais, déjà. Encore, pour l'instant, seul Chavez s'est découvert un petit peu attaqué. Je pense que les autres, on va pas en rester là. Hein. Je sais pas, je vois Rota qui a quand même l'air très bien. Dan Felipe Martinez... On connaît ses qualités, hein, on sait de quoi il est capable. Et puis la descente, hein, si on est sur le même type de route, ça peut aussi être une descente technique. Hein, donc attention, tout le monde n'est pas au même niveau dans la descente. Et surtout, on ne sait pas où sont non plus les adversaires de tous ces coureurs. Est-ce qu'ils sont loin derrière? On n'a pas forcément d'informations. Si jamais on se met devant à s'observer un peu en vue du fer, on va attaquer pour Marseille. C'est Martinez qui attaque. Voilà, hein. Donc on n'en avait pas fini. Rota qui suit tout de suite et Chavez qui suit voilà, il peut pas suivre. Voilà, grosse démonstration là de Martinez et de Rota, hein, quand même, qui suit pour l'instant très bien, qui semble vraiment très bien. Le vainqueur du Tour du Pays Basque, hein, cette année, Dan Felipe Martinez. C'est Tesfacian, hein, qui en fait les frais là-bas derrière. Oui, on le voit ici à l'image. Là, le changement de rythme, il n'a pas aimé du tout. Hein. On va revoir l'attaque. Et Lorenzo Rota s'est pas posé de questions, c'est le seul qui a pu répondre à cette attaque du coureur colombien de la formation Ineos. Mais il paraissait très bien, hein, depuis tout à l'heure là. Dan Felipe Martinez qui a fait un retour express du Canada pour venir s'aligner sur le Tour de Toscane et demain la Coppa Sabatini. Je précise d'ailleurs que demain vous pourrez suivre également les meilleurs moments, enfin la fin de cette épreuve, la Coppa Sabatini, juste après la 3e étape du Tour du Luxembourg. Et il est parti tout seul. Il est en train de faire mal là, il fait mal à tout le monde. Il y a Rubio qui essaie de limiter un peu la casse. Finalement Rota, il a été distancé, ça roule trop vite pour lui. On a un groupe, hein, qui va se former très certainement à la poursuite de Dan Felipe Martinez. Chavez qui accuse un petit peu le coup là. Hein. Il en a fait beaucoup dans cette ascension. Ça monte vite, hein, quand même là. Il a bien préparé le terrain pour son compatriote, pourtant ils ne sont pas équipiers. Hein. Est-ce qu'ils vont disputer le mondial ensemble? Peut-être. Peut-être bien. En tout cas, grosse démonstration de la part de Felipe Martinez. On connaît ses qualités. Hein. Et puis lui, au sommet, ça lui fait pas peur. Hein, 30 km tout seul. C'est un coureur qui a des aptitudes aussi au contre-la-montre, hein, Felipe Martinez. Donc, qui a déjà aussi remporté, rappelez-vous, il y a 2 ans de cela, il me semble, le Dauphiné, critère du Dauphiné. Donc, devant Thibaut Pinot. En 2020, devant Thibaut Pinot, Guillaume Martin. Donc voilà, quelqu'un qui a des références sur, 1 km du sommet. Sur les courses. Donc puis on sait comment ça se passe, hein, derrière, comme a priori là les équipiers sont loin, hein, pour tous ces coureurs, donc derrière on va aussi se regarder, hein, tout le monde ne va pas se donner à fond. Donc si Martinez arrive à basculer avec 30 secondes voire un peu plus d'avance, ça peut aller très loin. Regardez, Chavez a réussi à recoller au groupe Rota, Rubio, Hirschi. Ils sont donc 4. Même si d'ailleurs Rota semble un peu mieux que ses 3 compagnons d'échappée et essaie de hausser le rythme. Alors vu les kilomètres qu'il y a à couvrir derrière, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à rester tous les 4 ensemble? Si, clairement là maintenant ils n'ont pas réussi à faire la différence, ils se sont fait distancer par Dan Felipe Martinez. Maintenant il faut essayer de profiter du nombre, hein. Il faut essayer
de profiter du travail des autres pour justement revenir sur Martinez. Ça va être la priorité, basculer tous ensemble, faire une belle descente et puis après dans la vallée en bas il restera 20 km. C'est là où il va falloir s'entendre, c'est là où ça va être hyper important pour voir si Dan Felipe Martinez peut mener à bien son aventure. 500 mètres du sommet. Regardez, on le disait, le final plus facile, on a remis le grand plateau pour Martinez. Ça roule beaucoup plus vite. Et ça y est, on ne l'aperçoit plus. Ah oui. On l'aperçoit plus, il est plus en point de mire. Sur des portions beaucoup plus roulantes. Ouais, Christophe l'a dit, le dernier kilomètre était beaucoup plus roulant. Il va bientôt avoir pratiquement une vingtaine de secondes d'avance. La bascule. Il n'y a pas de petite course pour l'équipe Ineos. On a pu le constater. On parlait des équipes les plus prolifiques avec UAE. L'équipe UAE sur le Tour du Luxembourg. Chez Ineos, c'est pas mal non plus. 37 victoires. Ah oui. C'est 36 victoires, pardon, c'est 36 ou 37 Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup de toute façon. 37, voilà, 37. Et récemment, Richard Carapaz, qui rappelons-le, a obtenu 3 succès d'étape sur la Vuelta, lui qui a fait meilleur grimpeur. Et puis Carlos Rodriguez qui avait pris, je crois, pour cette équipe la 7e place de ce Tour d'Espagne au classement final. Allez, je vous propose de tourner une page de publicité avant de vivre les derniers kilomètres de ce Tour de Toscane qu'on vous propose en cette fin d'après-midi. Retour sur le final de ce Tour de Toscane avec encore 22 km à couvrir pour l'homme de tête. On est toujours sur les portions descendantes du Monte Serra, cette difficulté principale de l'épreuve. Et un homme en tête, Dan Felipe Martinez, qui est en tête et qui a accru son avance par rapport à ses 4 poursuivants. Il avait 17 secondes au sommet du col. Il en a 29 maintenant avec Lorenzo Rota, avec José Rubio, Marc Hirschi et José Esteban Chavez en poursuite derrière 4 coureurs qui étaient en sa compagnie mais que le Colombien a réussi à distancer dans les dernières portions de cette difficulté qu'il fallait aujourd'hui escalader à 2 reprises. Il est bien parti pour aller chercher la victoire là, quand même. Je ne sais pas en tout cas pour aller chercher la victoire, mais il est bien parti pour mettre à mal déjà les coureurs qui tentaient de revenir derrière lui. Là, on sait qu'il a basculé avec moins de 20 secondes au sommet. Là il en a 30 et on voit qu'il attaque dans la descente. Franchement ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Vraiment beaucoup de risques en ville. Parce que là, j'espère qu'il connaît. Pour prendre le gauche à la vitesse où il l'a pris, il fallait quand même être sûr de son coup. C'est une descente très propre. Ils sont descendus déjà. Oui, ils connaissent. Ils ont déjà repéré. Ah oui, il habite pas dans le coin. Dan il n'est pas comme Kevin Génès, il habite pas là. Il habite pas près de l'arrivée, non, effectivement. Mais en tout cas, il continue d'augmenter son avance par rapport à ses poursuivants. Alors, il a mangé son pain blanc d'une certaine façon, parce que là, c'est la descente. Mais derrière, il va se retrouver sur les 20 km de plat dans le final. Et là, match à distance, mais à 1 contre 4 quand même. C'est ça, à 1 contre 4. Si tout le monde collabore derrière. Oh, exactement. Pourquoi tout le monde ne collaborerait pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans leurs intérêts de collaborer tous ensemble pour tenter de réduire l'écart déjà sur Felipe Martinez. Il reste quand même 20 km, c'est long 20 km, donc vaut mieux qu'ils s'entendent quand même rapidement, pas tergiverser. Après on le sait, même si derrière ça va sûrement collaborer, mais on en garde toujours un petit peu quand on est comme ça à 4 de 4 équipes différentes, alors que lui devant il n'a plus de questions à se poser. Il est parti pour un contre-la-montre, 20 km. Il se met à son meilleur niveau sur 20 km, c'est de la gestion. Et puis là, c'est sûr que là, Rubio a déjà sauté un relais. Il a déjà sauté un relais. Il y a des coureurs qui savent très bien qu'ils se sont battus en cas d'arrivée groupée, comme Rubio. Je pense que ça, vu le gabarit du petit coureur colombien, je pense que c'est plus un pur grimpeur qu'un sprinter. Il roule pas alors. Il a peut-être un équipier derrière. On avait tout à l'heure effectivement noté derrière Alex Aramburu qui était dans un groupe de poursuivants. Là c'est sûr que si Alex Aramburu qui est pas très loin, ça vaut le coup d'attendre pour Rubio. Alors je l'ai rebaptisé d'ailleurs, c'est Einer Rubio, pardon. Des Rubio dans le vélo, il y en a eu quand même quelques-uns. Vous l'aviez baptisé comment? Rosé, je crois. Ah, Rosé Rubio, d'accord. C'est Rubio pour ça passe. Mais il y en a eu un d'ailleurs. Ça se trouve il a un deuxième ou un troisième prénom José, Rosé. Vous préférez que je vous parle d'Einer ou de Rosé? Parce que je pense que c'est plus dans le sujet de parler de Einer Rubio, qui appartient à cette équipe Movistar et qui, comme Dan Felipe Martinez, est colombien, comme également José Esteban Chavez. Donc on a quand même 3 Colombiens parmi les 5 meilleurs coureurs de ce Tour de Toscane. Aucun n'appartient à la même équipe, bien sûr.
Bah, c'est sûr, hein. On peut l'annoncer, il y a un groupe. Hein. Juste derrière, alors on n'a pas d'infos, on voit pas, il n'y a pas de caméra. Ça se retourne beaucoup. Mais ouais. c'est sûr que Rubio, il attend quelque chose. Hein. Donc là, il y a les oreillettes qui sont en train de fonctionner. On est en train de lui donner l'info, ou c'est peut-être même le coureur en personne, hein, Aramburu, qui est en train de lui dire des bidons, non, même qu'il n'est pas loin derrière. Non, là, ça fait plusieurs relais qui sautent, c'est pas pour des bidons, hein, je pense pas. Parce que s'il y avait le retour de Alex Aramburu, évidemment, là, on retrouve chez Movistar un coureur, enfin dans ce groupe, un coureur très rapide. Ah oui. Et une véritable chance de victoire chez Movistar. Movistar, à l'instar de l'équipe IF Education Easy Post, qui est partie à la chasse au point en cette fin de saison pour rester dans le World Tour, même si c'est vrai, la deuxième place obtenue par Enric Mas à l'arrivée de la Vuelta dimanche a redonné un peu d'air à l'équipe Movistar et elle sortira peut-être très vite maintenant de la zone dangereuse dans laquelle elle se situait depuis plusieurs mois. Alors c'est curieux, mais même c'est curieux quand même parce qu'ils se retournent beaucoup. On avait l'impression que le groupe était pas très loin derrière et pourtant il y a les voitures qui sont intercalées. Ouais, ça va vite, hein, 17 km de l'arrivée. Mais ouais, s'il y a les voitures qui sont passées, le groupe il doit être quand même loin. Je sais pas. On va passer devant, j'ai l'impression, avec la moto 2, donc on va peut-être pouvoir voir si elle se retourne. Juste une précision, hein, le ravitaillement est interdit, on est dans les 20 derniers kilomètres. Après on sait pas, des fois on adapte en fonction de la météo. De toute façon là, il n'y a que 4 coureurs devant. Regardez, il y a la voiture de direction de course qui est juste là. Si la voiture de l'équipe UAE est remontée à la hauteur de Marc Hirschi pour le ravitailler, obligatoirement elle a demandé. Elle a dû demander au commissaire, est-ce que je peux ravitailler? On a dû lui dire oui. Hein. Je pense qu'on a dû adapter la règle. Pour l'instant, on maintient, voire on creuse un peu l'écart en faveur de Felipe Martinez à l'avant. Ah ouais, parce que derrière, tout simplement, déjà, il y a Rubio hein, qui prend pas de relais, donc ça embête un peu tout le monde. Et puis tout le monde ne prend pas les relais à 100%, alors que regardez devant, Dan Felipe Martinez, lui, se pose pas de questions. Hein. Vraiment, il est dans un effort maximal. Pratiquement tout à droite. 32 secondes et un groupe à 1,46. C'est très loin derrière. C'est important, on ne peut pas attendre, enfin c'est pas réaliste d'attendre évidemment le retour du groupe qui est à 1,46. Rubio parle à l'oreillette. Peut-être qu'il n'y avait pas l'information auparavant. Non. Oui, il a peut-être attendu l'information avant de vraiment rouler. Maintenant qu'il l'a, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Là, il est en train d'appeler sa voiture. Ouais, on a du mal à saisir un petit peu ce que veut faire Rubio. Bon, ça doit agacer évidemment ses compagnons parce que pendant ce temps il ne roule pas, les kilomètres défilent et l'écart reste toujours aussi important. C'est toi qui voulais la boire, Christophe. C'est bizarre. Alors moi, si je suis échappé avec un mec qui ne prend pas de relais pendant 10 km juste parce qu'il veut un bidon, je pense que ça m'aurait grandement énervé. Ah bah, ça n'a pas l'air de les énerver, les autres. Vrai que, bon, les autres n'ont pas l'air de trop se poser de questions. On parle pas espagnol, c'est normal. Patrick, non? Oui, bah là il lui a dit non, mais qu'est-ce qu'il fait derrière là? Il arrive ou pas? Enfin, voilà, ah, pas mal. Non, bien sûr. Non, ouais. Non, mais ça va être intéressant de voir l'attitude de Rubio derrière maintenant qu'il a pu échanger avec son directeur sportif, voir si il participe. Ce serait logique hein, qu'il participe un petit peu. Alors certes, c'est au sprint, il est moins rapide normalement que notamment à Marc Hirschi. Mais voilà, c'est dans son intérêt aussi. Hein. Alors après, il va peut-être jamais passer. Et puis au final, il va peut-être battre tout le monde. Mais ce serait quand même dans son intérêt de continuer à prendre des relais. De toute façon, maintenant, on l'a bien compris, hein, plus d'1 minute derrière pour le groupe des poursuivants. Ça paraît impossible hein, de rentrer. Regardez, Marc Hirschi qui l'a obligé hein, à venir dans la file, là, à se remettre en 3e position. On va l'obliger à prendre des relais. De toute façon, c'est simple. Hein. Si à un moment donné, si Rubio ne prend pas du tout le relais, on va lui faire des cassures. Hein. C'est clair qu'on va pas le laisser comme ça en dernière position jusque dans le final. Ah, on a perdu 5 secondes hein, pour Chavez, pour Martinez ici. Son écart max 35 secondes donc il y a quelques instants. Mais en dépit de ce, vous le voyez, ce côté volontaire
dans son style, ça ne suffit pas. Derrière, à 4, on est plus efficace. Lorenzo Rota qui appelle à son tour la voiture de son directeur sportif. Et Rubio il passe. Lorenzo Rota, un coureur originaire de Bergame, âgé de 27 ans, qui a rejoint l'équipe Intermarché ou Antigobert l'année dernière et qui cette saison a déjà eu l'occasion de remporter 2 courses, une étape et le classement général du Saska Tour, cette épreuve disputée en République tchèque. Et l'écart est bon, hein, 29 secondes. Il y a 29-30 secondes à peu près. Donc effectivement, pour l'instant, ça creuse pas hein, pour Dan Felipe Martinez. Ça bute un petit peu, même si on a l'impression hein, que ça roule vite, qu'il y met beaucoup d'implications. Pour l'instant, on est plus efficace hein, derrière. Et puis, on va bientôt l'avoir en point de mire. En plus, si on est sur des routes comme ça... Sa voiture est passée. Pourtant, regardez, on aperçoit au loin, je pense, la voiture de formation Ineos. Je pense qu'on veut juste lui permettre d'être ravitaillé. Ravitailler un petit coup. L'encourager aussi. On n'aura pas de retour, je pense, hein, de la part de certains coureurs à l'arrière. Ah, petit bidon là, qui a repris 3-4 km/h. Ah, ça fait du bien, ça. Ouais. T'en as pas un autre? T'en as pas un autre bidon? Ah oui, c'était rien que pour ça. Oh là, il en a pas pris beaucoup hein, quand même. Hein. Il en a laissé une bonne partie. Hein. Vous voulez pas s'encombrer avec du poids? Bien sûr. 13 km encore. Et on suit évidemment de près cet écart. Dan Felipe Martinez qui appartenait à l'équipe IF hein, il y a encore 2 ans. Mais à l'époque, Chavez n'était pas dans la formation IF. Chavez était dans l'équipe australienne Bike Exchange. Enfin à l'époque c'était même... il a fait quasiment toute sa carrière dans cette équipe qui s'appelait à l'origine Orica, puis Mitchelton, puis Bike Exchange. Ça grignote, 25 secondes d'avance toujours. Mais on a perdu quand même, voilà, on vient de perdre 10 secondes en 7 km peut-être. Oui. Ça va jouer à pas grand chose hein, si on continue de revenir comme ça, de grappiller du temps sur Felipe Martinez. Alors que là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que le Albo d'Euro? Albo d'Euro avec Valgren, ouais, Gaviria, Guillaume Martin qui est là, voilà. Gianni Moscone. Non, mais là, c'est pas eux. Hein. C'est quoi ce groupe? Ça, c'est le groupe de 4. Non, je sais pas ce qu'on nous a annoncé. C'était le palmarès. Ah, c'est le palmarès. Avec les années. On est tellement focalisé sur les noms. Il y avait le palmarès à côté des noms, des années, pardon. Et ben, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand même de l'histoire. Du coup, on était tellement dans le vif du sujet en ce qui concerne cette course. Non, ça, c'est pas mal celle-là. Que je me disais, oui. C'est Valgren qui a gagné l'an passé. Si j'ai bien compris. C'est bien ça, le Danois Valgren, vainqueur l'année dernière. Mais bien sûr, ces coureurs ne sont pas là cette année. À l'exception, c'est pour ça que Guillaume Martin est bien là cette année. Il s'était imposé en 2017. Et d'ailleurs, c'est le seul Français, je suis en train de vérifier, oui, qui s'est imposé au cours de la longue histoire du Tour de Toscane. Puisque cette course est apparue au calendrier en 1923. Évidemment, à l'époque, c'était une course que seuls les Italiens disputaient. Et le palmarès s'est internationalisé à l'orée du 21e siècle. Mais ce sont quand même essentiellement les équipes italiennes hein, qui brillent sur cette épreuve. Gianni Moscone, dont on parlait, s'est imposé, lui, en 2018. Devant Romain Bardet, qui est donc l'autre Français ces dernières années à être monté sur le podium du Tour de Toscane. Ça doit être dur là pour Felipe Martinez. Alors en plus, je ne sais pas si le vent est défavorable ou pas pour lui. Ça peut avoir aussi un rôle important dans le final, un vent défavorable sur ces grandes lignes droites là. Mais il continue de perdre du temps. On grignote hein, derrière, seconde par seconde. Oui, c'est pas dans des proportions très rapides. C'est un vrai match poursuite entre l'homme de tête et ses 4 poursuivants. On va voir sur cette vue d'hélicoptère un petit peu. Bon alors voilà, 250-300 mètres de différence
entre les 2 premiers échelons de la course. Bah, si derrière on continue d'être bien organisé comme ça, je pense qu'on va aller chercher un Felipe Martinez là. Si on se regarde pas, si les relais passent bien, alors que Rubio appelle encore sa voiture. Il a oublié de prendre à manger quand il a pris un vide dans cette Je vous rappelle la composition de ce quatuor, hein. Rubio, Chavez, Rota et le Suisse Marc Hirschi, ici en 2e position. Ah, des coureurs qui savent gagner quand même, hein. Peut-être hormis Rubio qui a peut-être le palmarès le moins important de ces 4 coureurs, mais voilà. En 5 km, l'homme de tête a perdu 10 secondes. Donc il reste 10 bornes, 20 secondes d'avance, ça va être chaud. Si on est sur le même rythme, ça va être juste. Voilà, un beau ralenti proposé par la télévision italienne de l'homme de tête. Dan Felipe Martinez qui est âgé de 26 ans. Qui n'a pas spécialement brillé hein, sur les routes canadiennes ce week-end. Enfin, qui n'a pas brillé, mais il était, il me semble, quand même dans le groupe de tête sur le Grand Prix de Québec. En tout cas, il a bien récupéré du décalage horaire quand même, parce que là, Ouais, il va plutôt pas mal. Et cette année, on l'a vu surtout sur les classiques ardennaises. Ouais, Enfin, au printemps, on va dire, 3e de Paris-Nice, 4e de Liège-Bastogne-Liège, 5e de la Flèche Wallonne. ouais, il a fait 65e de Québec, 25e de Montréal. Ah, donc il n'était pas dans le premier groupe à Québec. Il n'était pas tout à fait dans le premier groupe. Il faut dire qu'il avait travaillé pour Adam Yates hein, C'est ça. sur ces classiques canadiennes. Mais ici, il joue sa carte personnelle. Allez, on file. Vous l'avez vu vers Pontedera. On est à moins de 10 km. Pontedera, c'est cette ville qui accueille traditionnellement le Tour de Toscane. Mais c'est aussi la ville de l'ingénieur Rinaldo Piaggio. Évidemment, Piaggio, Les scooters. bien sûr, ça évoque chez tout le monde ces fameux scooters qui avaient fait leur apparition après-guerre. Puisqu'à l'origine, c'était une usine aéronautique. Je pensais à ça parce que vous avez vu sur cette vue aérienne, on a vu justement des anciens hangars aéronautiques aux abords de Pontedera. Et on a vu, hein. Ça y est, les poursuivants l'ont en point de mire. Il est vraiment pas loin, hein. Ça semble irrémédiable là, pour Dan Felipe Martinez. On a l'impression en plus qu'il bute un petit peu, puis plus ça va aller, hein, plus il va douter. Si on ne se regarde pas derrière, si aucun des coureurs ne commence à sauter de relais maintenant, on va aller le chercher, hein, Dan Felipe Martinez. Il n'est pas assez fort, hein. Autant c'était le meilleur dans l'ascension que là sur cette partie plane il manque un peu d'énergie là, hein, pour prolonger son effort. Bah, certainement aussi, hein. On disait qu'il a bien récupéré de Québec et Montréal, mais peut-être pas tant. C'est Pas si bien que même ça. s'il est très bon aujourd'hui, notamment dans la dernière ascension, là l'énergie qui lui manque ici, c'est certainement dû au voyage et au décalage horaire. Ah, puis après, derrière, ils sont quand même 4 à se relayer aussi sur un parcours plat. Le match est quand même déséquilibré, hein. Puis c'est quand même pas n'importe qui derrière. Chavez, Hirschi, c'est des coureurs qui ont des références. La Toscane qui n'a pas laissé que des bons souvenirs hein, à Dan Felipe Martinez, puisqu'il y a 4 ans de cela, en début de saison, alors qu'il s'entraînait en Toscane avec 3 autres coureurs, le Colombien avait interpellé un chauffard dans une voiture qui venait de frôler le groupe, et le conducteur s'était arrêté et était venu lui casser la figure. Au point que d'ailleurs Dan Felipe Martinez avait été admis à l'hôpital. Ah oui, quand même. Après, on connaît les Colombiens, ils ont le sang chaud aussi, donc peut-être Voilà, ouais. c'est pas à faire les Colombiens. Mais bon, là, on connaît pas les circonstances, mais ça peut arriver malheureusement.
À 7 km, 10 secondes. Je vous disais tout à l'heure qu'en 5 km, il avait perdu 10 secondes. Et bien là, en 3 km, il vient d'en perdre 10 de plus. Ça sent le roussi. Oui. Et il donne tout pourtant Dan Felipe Martinez, mais on est évidemment assez pessimiste. Et puis il se retourne, ça y est. Il est informé évidemment de cet écart, de l'évolution de cet écart. Alors là, quelle tactique tu as adopté là? Est-ce qu'il faut mieux se relever, essayer d'attendre, se refaire un peu la cerise comme on dit, et d'attendre le sprint pour éventuellement essayer de gagner comme cela, même si ça va être compliqué, ou là d'insister encore, d'y croire, mais malheureusement là, de se faire rattraper dans quelques kilomètres. Moi, à sa place, franchement, je me relève. Non? Ouais, non, mais si, après. Une question à se poser quand même. Tu te relèves ou tu te dis, bon, je vais récupérer un peu? Non, mais c'est clair. Après, même derrière, on va se poser la question. À un moment donné, il y a bien un ou deux coureurs qui vont commencer à sauter des relais. Donc, des fois, on ne sait pas. Mais oui, effectivement, on aurait tendance à vouloir qu'il se relève pour souffler un peu. Après, l'effort qu'il vient de faire là, je suis pas sûr que. Enfin, autant aller au bout. Je suis pas sûr qu'au sprint, de toute façon, derrière, on est normalement plus frais. C'est quelqu'un qui a une belle pointe de vitesse à la base, quand même. Felipe Martinez, il se débrouille plutôt bien. Quand je dis au sprint, avec des cours de sa qualité. Là. Ouais, le faux plat, là, ça lui fait mal à la tête. Le faux plat, il lui fait mal, là. Ouais, il n'a pas choisi de se relever, en tout cas. Non, c'est pas son choix. Allez, on reprend de la vitesse là maintenant. Et derrière, on se demandait si on allait bien s'entendre. Mais en fait, c'est le cas. Continue, ouais. Même si on a parfois un peu tergiversé. Notamment de la part de Rubio, avant d'entamer la poursuite. Ça y est, l'abdique. Oui. Bon, bah voilà, il se relève. Finalement, il choisit la stratégie de Cédric Pinault. Je sais pas si c'est la bonne, en tout cas, mais... Bon, de toute façon, il n'avait pas le choix. Non, il allait se faire reprendre. Donc, de toute façon, ça avec lui après. Non, Allez, regardez. En tout cas, il prend bien le temps de souffler, de se détendre un peu. Il va essayer quand même de jouer son va-tout au sprint. Allez, on boit un coup. Ça va attaquer derrière, non? Et bien voilà, Dan Felipe Martinez repris à 5 km de l'arrivée. Ils sont donc désormais 5 en tête. On vous rappelle que Dan Felipe Martinez était dans le groupe principal qui a repris les échappées, l'échappée du jour, avec notamment le champion d'Ukraine Ponomar, le dernier à avoir résisté dans cette échappée matinale. Et puis dans cette deuxième et dernière ascension du Monte Serra, eh bien il a contré sur Johan Esteban Chavez, qui ici en tête faisait un tempo assez élevé en tête de la course, pour prendre quelques mètres et construire une avance. Il avait 17 secondes au sommet de Monte Serra. Cet écart est monté jusqu'à 35 secondes à un peu plus de 15 km de l'arrivée, 15-20 km de l'arrivée. Et ensuite, eh bien, cet écart n'a cessé de décroître pour finalement, malheureusement, condamner sa tentative. Alors, il s'en va en facteur un peu là. Complètement, même ça y est, non, Hirschi réagit. Rota n'a pas voulu faire l'effort. À signaler quand même, on a quand même 3 Colombiens là. 3 Colombiens, ce qui vont se mettre en maf, comme on dit. Non mais 3 Colombiens, ça peut être par exemple Chavez qui attaque en premier, Rubio qui va pas le chercher. Et puis à faire comme on l'a vu, c'est Hirschi qui a fait l'effort avec Rota. Allez, 4 km de l'arrivée, on va essayer de continuer à bien être organisé quand même, parce que là sinon si ça commence à s'attaquer de toutes parts. Alors ça c'était le jargon vélo, en mafia. La petite mafia. Regardez, on commence à se laisser, on se met d'accord avec des intérêts qui ne sont pas forcément évidents d'ailleurs, parce qu'on n'est pas forcément de la même équipe. Donc parfois le fait de parler la même langue, d'être du même pays, peut créer des sympathies. Ils se connaissent, je pense bien, les Colombiens entre eux. Chavez connaît très bien Martinez, Rubio certainement aussi. Lorenzo Rota pour l'équipe Intermarché ou Antigobert. On vous rappelle sa victoire cette année sur une course par étape en République tchèque.
Et le trophée Laigueglia, dont il a terminé à la 4e place, eh bien, c'est la course d'ouverture ici du calendrier italien. Je vous rappelle que l'équipe de Greg suivra juste après l'arrivée de ce Tour de Toscane et que demain, bien sûr, nous retrouverons le Tour du Luxembourg avec la 3e étape. Le Tour du Luxembourg à partir de 13h50 en direct, on sera en compagnie de Claire Bricogne, bien sûr. La retransmission de cette 3e étape qui, de l'aveu même de Christophe Riblon, peut être considérée comme, pourquoi pas, l'étape reine de ce Tour du Luxembourg à la veille d'un contre-la-montre très important. Et la Coppa Sabatini, qui est l'autre pendant, je dirais, là, le deuxième volet, attention, hein, cette accélération de ce challenge Alfredo Martini, que vous pourrez suivre juste après l'arrivée du Tour du Luxembourg. Ah, ça se regarde beaucoup là dans ce final quand même. On est loin de l'arrivée pourtant. Tout le 3 monde bornes regarde. encore. On prend, ça tourne hein, quand même. On prend chacun son petit bout de relais, mais on le voit bien, hein, sans appuyer, Ça en s'économisant. En ayant les yeux derrière la tête quand même. Ouais, c'est ça. Oui, on se méfie les uns des autres dans ce groupe des 5. On est j'imagine, rassuré sur l'écart qu'il y a par rapport aux poursuivants derrière, puisque tout à l'heure il y avait quand même il y avait une 46 une 46 de annoncée. retard, donc De on ne retard. comble pas ça, d'autant qu'on a eu un rythme très élevé. Bon, on les voit à l'image des. Et ben voilà, il suffit de demander. Avec un coureur de la Lotto, un Movistar qui peut être à Rambourou d'ailleurs. Oh, ou Guillaume Martin. Guillaume Martin. Il y a deux coureurs de l'équipe Movistar, Guillaume Martin est là également. Il y a Izagir, c'est sûr. Pour Podomar. Podomar et le Lotto, peut-être Matthew Holmes, Ouais, le je coureur pense que c'est Holmes. anglais. Allez, On revient devant à 2 km 500 de l'arrivée avec ces 5 coureurs qui vont se disputer la victoire dans ce ça Tour de s'arrête Toscane. complètement là. Rubio, il a vu une petite remontée, il a dit j'y vais. C'est mon moment. Allez, Hirschi, non. Ah bah si les Colombiens s'enterrent. Ouais, c'est les 3 Colombiens. Oui, votre Sans mafia terre, là. colombienne, là, votre l'impression que ça concept, marche là, pas, ça ça tombe marche à l'eau. pas, là, sur ce final. Ah, ça marche pas toujours. Hein. Non. Mais heureusement d'ailleurs, si je puis me permettre, hein, parce que c'est pas, on court avant tout pour le maillot que l'on porte. Allez, je mise sur une attaque de Rubio là, messieurs. Il est obligé d'attaquer de toute façon, il a perdu sinon. Il demande l'autorisation à l'oreillette. Je peux attaquer? Ou il demande peut-être où sont derrière ces Je deux pense qu'il coureurs. demande, ouais, on est en train de demander des Une 40, bon, on a, voilà, on a Bah, le s'il y a pointage. vraiment une 40, C'est déjà pile. ça, je trouve que ça fait beaucoup une minute 40, mais s'il y a vraiment une minute 40, oui, c'est complètement cuit hein, pour. Ils vont pas s'arrêter, il reste 2 bornes, ils vont pas quand même s'arrêter suivant. maintenant, ça fait long là. 1 minute 40, si on est vraiment arrêté, par contre, ça peut revenir rapidement. Hein. Le final, pas de difficulté topographique Non. Aucune. et une ligne droite de 500 mètres pour rejoindre la ligne d'arrivée. Allez, on resserre les Allez. chaussures. Allez, Rubio, la maison petite. Johan Esteban Chavez qui a encore essayé de faire le coup du facteur, hein, partir comme ça, l'air de rien, mais Marc Hirschi ne se laisse pas surprendre. Marc Hirschi, c'est un peu celui qui cadenasse en quelque sorte. Peut-être. c'est Ouais, j'avais dit c'est Christophe, peut-être mais- lui qui va le plus Ouais, vite. Hein. C'est ce que voilà. Je pense que. Donc c'est lui qui surveille un peu tout le monde. Je rappelle Marc Hirschi, 2e des championnats du monde derrière Julien Alaphilippe, il y a 2 ans, en 2020. Vainqueur de la Flèche Wallonne aussi. Vainqueur d'étape sur le Tour de France, voilà. Palmarès assez conséquent. Allez, attaque de Chavez. Et toujours, hein, Hirschi qui réagit, c'est lui hein, qui contrôle tout le monde. C'est lui Alors, qui c'est surveille peut-être tout là le maintenant monde. qu'on va contrer, non pas Pas encore. dans le rond-point. Fait Le le tour. rond-point. À la sortie. Ah, sur le pont là, Rubio va attaquer, ça monte Christophe. Ouais, mais non. Là, il aurait, ouais, ça aurait pu être. En tout cas, il est positionné idéalement. Hein. Ouais. Après, je réfléchissais à Rota, je sais pas trop. En tout cas, il a un gabarit quand même qui pourrait nous laisser penser qu'il peut aller vite. Hein. Rota, là, je crois qu'il a une pointe de vitesse. Regardez, on les voit en bas, les poursuivants, ils passent en dessous. Il passe Oui, en dessous. Ouais. Ils ont cette boucle à faire pour rejoindre cette rocade. Allez, le dernier kilomètre pour les hommes de tête. Dans quelques instants, le résultat de cette 94e édition du Tour de Toscane. Allez, Rubio, Et bien au voilà, sommet. Allez, Rubio, Rubio, l'attaque ouais, non. attendue. Oh, bon, là, il a fait non, une on feinte. est un peu déçus là. quand même. Vous avez vu, ça marche la dissuasion. Hein. Marc Hirschi, Alors, c'est vraiment le chien de garde, on fait du surplace là, hein, comme sur la piste. le chien de berger. Personne ne sortira Alors, Chavez, il se laisse décoller. ou n'échappera à la vigilance du coureur Ils sont suisse. obligés de freiner derrière même. Ouais.
Johan Esteban Chavez, il leur mettrait bien une... Là, il est bien placé en tout cas. Il se laisse un peu décoller là, mais non, ça roule trop doucement. Ah, si, là, pam. Allez. Oh, il veut pas. Si, Alors, mais là, ils vont s'arrêter. Hein. J'ai derrière. Et regardez, ils sont là. Hein. Bah oui, eux, ils commencent le pont alors que les hommes de tête sont au pied. Autant vous dire qu'on ne rentrera pas à plus d'une minute des 5 hommes de tête. À moins évidemment bien derrière, hein, Patrick. On reste à l'arrêt. Christophe, Aramburu est bien un groupe de contre-attaque, on a vu. Mais il y a plus une minute. Hein. L'écart, faut l'annuler. Hein. C'est pas une minute là. Regardez, clairement. Ils vont pas arriver loin derrière, oui. Ils vont vraiment pas arriver loin. C'est rare quand même de voir 5 hommes comme ça là, qui se regardent. Pratiquement à l'arrêt. On a déjà vu ça à 2, 3, mais à 5... Ça fait depuis les 3 derniers kilomètres, sont comme ça. Et du coup, on est plus préoccupé pratiquement par ce qui se passe derrière. Rota vient de craquer, il est passé devant. 500 mètres de l'arrivée. Il a beaucoup à perdre à se retourner comme il le fait et à ne pas vouloir du tout rouler. Bon, en même temps, on ne peut pas rouler et contrôler toutes les tentatives d'attaque dont il a fait l'objet. Et sprinter après. Et ensuite sprinter pour s'imposer. Là, c'est un peu... Il faut faire des choix. Allez, on arrive à 300 mètres. Bon, ça rentrera pas derrière. C'est un peu la guerre des nerfs, hein, là. Mais c'est vrai que, dommage, ils étaient un petit peu loin 300 derrière. mètres. Allez, 300 mètres. Ça va être un sprint court. Hein, Rota en première position. C'est parti. Attends, Dan Felipe Martinez qui est en troisième position. C'est Marc Hirschi qui lance le sprint. Marc Hirschi qui lance le sprint. Lorenzo Rota qui se place dans sa roue. Pour l'instant, avec Dan Felipe Martinez qui va peut-être pouvoir remonter. Non, il n'y arrive pas. Et Marc Hirschi qui reste devant. Marc Hirschi toujours en tête. Lorenzo Rota qui prend la deuxième place. Et ensuite, eh bien, on a vu, je pense, un Colombien. Rubio. Un Colombien. Un Colombien, ouais. Ils sont, c'est sûr, 3, 4, 5, c'est des Colombiens. Oh là 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 là. Allez, Aramburu, point derrière Aramburu. Derrière. Logiquement, 14 secondes seulement. Hein. Il s'en est fallu de 14 secondes. Rappelons qu'ils avaient une 40 tout à l'heure lorsqu'on était au bas de la descente. Bon, on est revenu quand même assez près des hommes de tête. Les Anna qui passent maintenant. On rappelle que dans ce groupe, il y avait Guillaume Martin dans le groupe de poursuivants. Marc Hirschi qui va s'imposer devant Lorenzo Rota. Alors, est-ce que Dan Felipe Martinez prend la troisième place? Oui, j'ai l'impression, devant Rubio. Voilà donc le classement avec en 5e position Johan Esteban Chavez qui était donc le dernier de ce groupe échappé. Merci Patrick. Voilà le classement donc de ce Tour de Toscane avec Hirschi qui s'impose devant Rota, Martinez avec Rubio, Chavez donc dans ce premier groupe, Aramburu qui vient régler le groupe derrière avec Krohn, donc Paul doublé et puis Guillaume Martin qui vient prendre la 9e place, premier français top 10 pour le coureur de l'équipe Cofidis. La joie de Marc Hirschi. Nous on va accueillir quelqu'un qui est plein de joie aussi comme tous les jours. Bien sûr. Sur le plateau. J'ai regardé là, le sprint Pour l'instant final. ils n'ont pas envie de vous montrer en plateau. C'est pas grave, c'est pas rester sur Marc Hirschi. Ouais, je crois qu'il préfère Marc Bah oui, Hirschi. il vient de pédaler tout ça. Et on a un point commun, Claire. En dehors de faire de la télévision et d'aimer le sport, on est internationaux. On me l'a soufflé tout à l'heure. Bah, vous étiez au Luxembourg, en Toscane. Bah, nous, on va faire pareil. On était à Marseille, on va partir en Israël. On va parler de Marseille, du Paris Saint-Germain, petite carte Pierre-Antoine Damecourt. Les Bleus, pas mal de soucis pour nos Bleus. C'est mieux pour les Bleus du cyclisme, c'est moins bien pour les Bleus du foot. Ah, c'est pas encore fait le mondial, c'est pas maintenant. Non, je sais, j'ai vu que Julien Alaphilippe avait été sélectionné. Elle me prenait pas non plus pour un perdant. Bon, voyons. À demain? C'est tout? Bah c'est bien, non? Vous avez fait tout le programme jusqu'au bout? Non, parce que je garde un peu de salive. D'accord, très bien. Et ben moi, je vais vous en donner d'autres, un programme, puisque vous avez raison. On Bien sûr, continue déjà encore partez de ce principe. demain à se séparer en deux. Vous voyez le podium derrière avec Marc Hirschi qui sera à nouveau présent sur la Coppa Sabatini. Ce sera la deuxième course que vous suivrez. Demain, il y a encore les Français qui sont en lice. Guillaume Martin, notamment Alexis Villarmeau, Valentin Ferron, Mathieu Burgodeau aussi. Et là, j'ai très peur tout à coup. Il y a aussi Bernal qui sera présent et Vlassat. Et puis on se quitte. On se quitte avec le podium de Valentin Madoz. C'est plein de doigts, c'est tout sale, Grégory Voyons. Valentin Madoz, leader sur le Tour du Luxembourg, 13h40 demain. Out. Il n'y a rien sur votre truc.